RDC, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes en direct de Washington et on commence par les titres. Après 4 mois d'attente, la RDC a finalement un Premier ministre. Sylvestre Ilunga Ilukamba a été nommé ce lundi. RDC toujours, l'opposant Moïse Katumbi est de retour dans le pays. Son avion a atterri aujourd'hui à Lubumbashi. Ce 20 mai est jour de fête nationale au Cameroun. Une célébration qui se déroule dans un contexte sécuritaire particulier. Nous irons à Mbanga, à 227 km de Yaoundé, la capitale. Bonsoir à tous. L'attente aura été longue. Près de 4 mois après son investiture, Félix Tshisekedi a procédé ce lundi à la nomination de son Premier ministre. Sylvestre Ilunga Ilukamba, puisqu'il s'agit de lui, était jusqu'à sa nomination directeur général de la Société nationale des chemins de fer. L'homme qui prend la tête du gouvernement congolais est un économiste de renom, docteur en sciences économiques appliquées. Sylvestre Ilunga a par le passé occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration congolaise. Il a ainsi été vice-ministre, puis ministre du Plan en 1990 et ministre des Finances un an plus tard. Le nouveau Premier ministre est issu des rangs du Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila. Écoutons Sylvestre Ilunga, nouveau Premier ministre congolais. Je considère ma nomination comme une lourde responsabilité en ce moment crucial de l'histoire de notre pays, et je m'engage à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir faire fonctionner de façon harmonieuse la coalition au niveau du gouvernement. Le Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga. Et pour décortiquer l'actualité de ces dernières heures en RDC, rendons-nous à Kinshasa où se trouve Anastasie Tudièche, notre correspondante sur place. Anastasie Tudièche, bonsoir. Pour commencer, comment la nomination de Sylvestre Ilunga Ilukamba a-t-elle été accueillie à Kinshasa et que sait-on vraiment de l'homme? Alors, bonsoir John, bonsoir à toutes et à tous. Ce qui est paradoxal et intéressant dans le profil de M. Ilukamba, c'est que vous l'avez dit, c'est un habitué du pouvoir, mais il est en réalité très discret, donc pas véritablement connu de la population. Il sera très intéressant de voir demain comment les Congolais, en prenant connaissance de son profil, réagiront. Ça, c'est une première chose. Vous l'avez, donc je parlais de cette connaissance du pouvoir qu'il avait. Sur le plan politique, M. Ilukamba est membre du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le parti de l'ancien président Kabila, dont on dit qu'il est très proche et à qui on le dit très fidèle. Il est également considéré par ses proches comme un pro-FCC-Cash, la coalition formée par M. Kabila et Tshisekedi, ce qui a sans doute contribué à son élection. Donc entre gestion d'entreprises publiques et ministère, il est également réputé, M. Ilukamba, être rigoureux et assez austère. Ce qui se murmure dans les couloirs, c'est voilà, c'est quelqu'un qui va fermer les robinets des dépenses du gaspillage inutile, ce qui, vu la situation actuelle du Congo, pourrait être une bonne nouvelle. Alors, le premier chantier auquel il va s'attaquer, c'est évidemment la formation d'un gouvernement. Mais au-delà, est-ce que vous avez une idée? Vous évoquiez déjà quelques chantiers tout à l'heure. Autres dossiers qui attendent Sylvestre Ilunga? Alors, John, dans sa seule représentation à la presse, M. Ilukamba a donné le ton d'un ton posé et déterminé qu'on a entendu tout à l'heure. Il s'est engagé, je cite, à contribuer à l'amélioration du niveau de vie des Congolais dans la transparence et la bonne gouvernance. Fin de citation.
ce qui montre une assez bonne compréhension de ce sur quoi il est attendu. Le niveau de vie des Congolais, le plus grand pays d'Afrique francophone, possède d'immenses ressources naturelles, mais demeure l'un des pays les plus pauvres au monde. Les infrastructures, les routes et les chemins de fer restent à construire, qui contribueront aux échanges commerciaux et donc à créer de la richesse. Et puis la paix, John, la paix est une autre urgence dans ce pays dont la partie occidentale est infestée de groupes armés. Tout à fait. L'autre actualité politique en RDC, c'est lundi, Anastasie Tudièche, c'est l'opposant Moïse Katumbi qui est de retour à Lubumbashi, j'y parviens, après 3 ans d'exil. L'avion transportant le coordinateur de la plateforme Lamuka a atterri à 11h45, heure locale, dans son fief du Katanga. Il a été accueilli par plusieurs milliers de personnes. Son retour fait suite à la décision de la Cour de cassation d'annuler sa condamnation à 3 ans de prison. L'ancien gouverneur du Katanga estime que son pays a besoin de lui. Je vous propose de suivre un extrait de ses premières déclarations. C'est pour la paix, je reviens pour la paix et pour la réconciliation dans notre pays. Et surtout pour défendre les intérêts du peuple congolais et défendre notre constitution. Vous savez, la vérité est têtue, je n'ai rien fait. Je me sens chez moi, je suis de retour chez moi. Je remercie les autorités aussi qui m'ont remis le passeport. Anastasie Tudièche, je reviens vers vous. Moïse Katumbi est donc de retour en RDC et il arrive alors qu'on parle des divisions au sein de Lamuka. Comment va-t-il les gérer et quelles seront ses relations avec le pouvoir de Kinshasa en quelques mots? Quelque chose me dit que ce sera un feuilleton qu'il faudra suivre de très près chaque jour. Juste une information, John. Vous le disiez tout à l'heure, M. Katumbi a été accueilli par des milliers de personnes, mais ni Martin Fayulu, ni Adolphe Nzito, ni Jean-Pierre Bemba, ni Crédit Matungulu, les ténors de la coalition, n'étaient présents pour l'accueillir. Voilà. Et pour terminer, Anna, parlons à présent de la visite de Jean-Yves Le Drian en RDC. Le ministre français des Affaires étrangères, on se souvient, avait émis des doutes sur l'élection de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, qu'il a reçu ce lundi. Que se sont dit les deux hommes, Anna? Ce qu'ils se sont dit, d'après M. Le Drian, il s'agit d'une séance de travail très fructueuse, ce sont ses mots, et on est très loin de sa petite phrase qui avait choqué l'opinion congolaise quand il a qualifié la proclamation du président Tshisekedi d'arrangement à l'africaine. Devant la presse, il a pris fait et cause, M. Le Drian, de la nomination du président et a dit en substance, de l'élection du président, et a dit en substance se ranger à l'idée de l'Union africaine et du peuple congolais et se retrousser les manches pour entamer une collaboration aussi au niveau linguistique que logistique et infrastructurel. Anastasie Tudièche, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Kinshasa. Pas moins de 19 personnes ont été tuées au Tchad, dans la province de Sila, dans l'est du pays, où des affrontements entre agriculteurs et éleveurs ont eu lieu dans 2 villages différents entre dimanche et lundi matin. C'est du moins ce qu'indique une autorité provinciale. Ces affrontements interviennent alors que 12 autres personnes sont mortes jeudi dans la province voisine du Ouida, où un village a été attaqué par plusieurs hommes armés, selon le procureur de la province, Hassan Djamous Hachimi. L'est du Tchad est en proie à des conflits communautaires récurrents entre agriculteurs autochtones, ouadaïens et éleveurs membres des tribus arabes. Direction le Cameroun, où l'on célèbre ce 20 mai la fête nationale, une célébration qui intervient dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant dans les 2 zones anglophones. Cette situation a des incidences sur les villes francophones limitrophes. C'est le cas de la ville de Mbanga, à 227 km de Yaoundé. Reportage sur place de notre correspondant Emmanuel Juntap. Un champ d'ananas au milieu d'herbes folles à Mbanga. À côté, les débris de la station de conditionnement du produit, destinée à l'exportation en Europe. Sylvain travaille ici depuis 3 ans, avec une vingtaine d'autres ouvriers. Ils ont été attaqués en mars dernier par des séparatistes anglophones. Par la grâce du Seigneur, c'est ce qui nous a guidés, parce qu'on a voulu passer par la méthode de violence. Bon, c'est vrai que Dieu nous a guidés, on a pacifiquement, nous sommes échappés tous. Et ils sont restés avec la colère, sûrement, ils ont mis le feu partout là. Désormais, les ouvriers travaillent ici 2 à 3 jours par semaine, sous protection militaire. Avec les investissements qu'on a eu à faire et ce qu'on a perdu,
Moi, je crains beaucoup plus mon boulot parce que je ne suis pas sûr que je vais travailler encore pendant 6 mois. Au centre-ville, la population de Mbanga ne cède pas encore à la panique générale, mais s'inquiète de l'insécurité liée à la crise anglophone. J'ai un champ, mais je n'ai pas appris au champ parce qu'on kidnappe les gens. Les mesures de sécurité ont été renforcées en Mbanga à l'occasion de la fête de l'unité. Les consignes ont même été données aux populations de signaler toute présence suspecte auprès des autorités de la ville. C'est ainsi que la parade civile et militaire s'est déroulée sans incident. La situation sécuritaire est sous contrôle et elle demeure sous contrôle. Et vous l'avez constaté vous-même que les populations sont parties de chez eux et je suis confiant que tout le monde va rentrer chez soi en paix. Les autorités de la ville affirment que les séparatistes ont déjà mené à 5 reprises des attaques contre Mbanga depuis 2018. Emmanuel Genoutab, VOA Afrique, Mbanga. Également dans l'actualité ce soir, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma à nouveau devant un tribunal pour plaider l'abandon des accusations de corruption qui le poursuivent depuis 20 ans. Jacob Zuma a dénoncé une chasse aux sorcières dans le cadre de cette rocambolesque affaire de vente d'armes. Jusqu'à vendredi, la haute cour de Pietermaritzburg doit entendre les arguments du parquet décidé à examiner le cœur du dossier et les avocats de l'ex-chef de l'État qui dénoncent des vices de procédure et un procès politique. Jacob Zuma est accusé d'avoir touché de l'argent du groupe français Thales lors d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999. Englué dans de nombreux scandales, le président Zuma a été poussé à la démission en 2018 et remplacé par son vice-président Cyril Ramaphosa qui a promis de nettoyer son parti et le pays de la corruption. Le président américain Donald Trump a menacé l'Iran de destruction en cas d'attaque contre des intérêts américains, des menaces qui interviennent alors que les relations entre Téhéran et Washington sont extrêmement tendues depuis le rétablissement des sanctions économiques américaines en novembre dernier. Les tensions entre les deux pays se sont exacerbées alors que les États-Unis ont annoncé le déploiement dans le golfe du porte-avions Abraham Lincoln et de bombardiers B-52 invoquant des menaces de la part de l'Iran. L'administration Trump a ordonné au personnel diplomatique non essentiel de quitter l'Irak, citant des menaces émanant de groupes armés irakiens soutenus par l'Iran. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a été investi aujourd'hui chef de l'État. Le nouveau président a annoncé dans son discours d'investiture la dissolution du Parlement qui lui est largement hostile, convoquant des législatives anticipées sans attendre le scrutin prévu en octobre. Il a par ailleurs déclaré que sa première tâche était d'arriver à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine où un conflit meurtrier oppose depuis 5 ans l'armée ukrainienne à des séparatistes pro-russes. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Dans ce journal, nous revenons sur Vivatech, ce salon qui vient de fermer ses portes à Paris et où l'Afrique était bien présente. On en parle dans Afrotech. Nous irons au Maroc à la découverte du Jardin Rouge de Marrakech, un espace aménagé en lieu de travail et où l'on peut créer en toute liberté. Et puis en sport, l'international ivoirien Nicolas Pepe, sacré meilleur joueur africain de la Ligue 1 en France. Il succède au Camerounais Karl Toko Ekambi. C'est lundi et c'est l'heure d'Afrotech et qui mieux que Arzouma Compaoré pour nous parler des technologies. Arzouma, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. On se rend à Paris où la semaine écoulée a été plutôt riche en événements technologiques. Tout d'abord, il y a eu Afrobyte, l'un des grands marchés annuels de technologie dédié à l'industrie africaine et dont l'objectif est d'être le pont entre l'industrie technologique africaine et les autres communautés technologiques internationales. Le sommet Tech for Good a quant à lui rassemblé 80 leaders mondiaux de la technologie, tous invités par le président Emmanuel Macron pour définir des initiatives concrètes dans 5 domaines de travail: éducation, genre, diversité, avenir du travail, inclusion économique et environnement. La réunion de l'appel de Christchurch s'est également tenue en présence des responsables de Google, Twitter, Facebook et Microsoft. 26 États et géants du net se sont engagés contre la diffusion de contenus terroristes et extrémistes violents sur Internet. Et enfin, le salon Vivatech à Paris, l'Africa Tech Corner a vu la participation d'une forte délégation d'Africains venus montrer leur dernière création en matière d'innovation et de technologie. Les présidents Paul Kagame du Rwanda et Macky Sall du Sénégal y ont d'ailleurs fait des apparitions assez remarquées. Voilà, Arzouma, chaque lundi, un focus de la semaine. Tout à fait, John. Si aux États-Unis, nous avons le salon de l'électronique de Las Vegas, en France, comme je l'ai dit tantôt, il y a Vivatech. Ce dernier réunit 3 jours durant des innovateurs, des investisseurs et des entrepreneurs du monde entier à Paris afin de favoriser des échanges technologiques fructueux. Cette année, l'African Tech y était fortement représenté. Le président Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé un plan visant à investir 65 millions d'euros dans des startups en Afrique. Retour sur quelques temps forts dans le sujet qui suit. Cette année, Vivatech Paris a mis un accent particulier sur l'innovation dans les startups africaines qui connaissent pour la plupart une croissance rapide. Pour le président Macron, un défenseur passionné des technologies, les startups africaines ont de l'énergie et le potentiel nécessaire, mais les financiers et les gros fournisseurs d'aide au développement tardent à les accompagner. Pourtant, des sociétés arrivent à faire leurs preuves. C'est le cas de Zipline au Rwanda qui offre un service de livraison de médicaments par drone. La compagnie a effectué 5000 livraisons depuis son lancement il y a 2 ans. Nous recevons les commandes des hôpitaux, puis nous emballons les produits demandés que nous mettons à bord du drone. Celui-ci se rend de manière autonome à l'hôpital, largue le colis et retourne à la station. De façon générale, la levée de fonds est en plein essor sur le continent. La compagnie sénégalaise InTouch est présente dans plusieurs pays africains et offre des services de paiement mobile depuis 2015. Nous avons commencé avec un chiffre d'affaires en 2015 de 100 000 euros. Nous avons fait en 2016 1,3 million d'euros. Et en 2017, nous avons fait un chiffre d'un peu plus de 2 millions d'euros. Nous espérons cette année faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Selon une estimation du fonds d'investissement Partech Ventures, les startups africaines ont levé quelques 477 millions d'euros en 2017, soit une hausse de plus de 50% en un an. Les startups africaines trouvent de plus en plus de financement, tout simplement parce que les solutions africaines attirent de plus en plus d'investisseurs internationaux qui peuvent utiliser ces solutions pour les répliquer sur d'autres continents émergents comme en Asie. Mais malgré la hausse, ce chiffre ne représente qu'une petite fraction des 20 milliards d'euros levés par les startups européennes au cours de la même période. M. Macron a déclaré que l'Agence française de développement créera un fonds pour combler les lacunes de soutien avec des sommes modestes allant de 30 000 à 50 000 euros, ce dont les jeunes entreprises ont besoin. Le programme sera lancé dans les prochaines semaines, a-t-il déclaré, sans préciser la durée du projet.
Arzouma, à présent, folie d'invention. De quelle folie parlons-nous cette semaine? Eh bien, nous restons à la conférence Vivatech avec un sportif au talent fou, reconverti en entrepreneur. Le champion du sprint olympique Usain Bolt a officiellement lancé sa nouvelle marque de scooter électrique. Cofondateur de Bolt Mobility et 8 fois champion olympique, Bolt a dévoilé le nouveau modèle qui rivalisera avec 9 autres sociétés, notamment les leaders du marché californien Lime et Bird, déjà présents à Paris. Bolt a décrit son nouveau scooter comme un livre de super-héros et a affirmé que ce nouveau mode de transport peut aider à lutter contre les dommages environnementaux causés par les embouteillages dans les grandes villes. Voilà, John, c'est tout pour Afrotech de cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Arzouma. Et là, on va en sport retrouver Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Bonsoir John et bonsoir à vous, chers amis sportifs. On parle de la Coupe de la Confédération et la Renaissance sportive de Berkane a pris une option pour le sacre en Coupe CAF. Le club marocain a battu le Zamalek sur le plus petit des scores 1-0 en finale aller à domicile. Les Marocains ont dominé le match et se sont procuré de nombreuses occasions, mais ont buté à plusieurs reprises sur le poteau ou sur le portier égyptien. Omar Salah a mis en échec les nombreuses velléités adverses pendant de longues minutes. Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir la situation se débloquer sur un but de l'attaquant togolais de Berkane, Kodjo Laba, à la 94e minute. Le match retour aura lieu le dimanche prochain au Caire, en Égypte donc, et l'unique buteur de la rencontre espère conserver cette avance afin de permettre à Berkane de soulever son tout premier trophée continental. Suivez. Je dirais que ce n'est pas un match très difficile, vu que durant tout le match, on a eu beaucoup d'occasions. Jusqu'il n'y avait pas de réussite. Il y a eu la balle, le poteau, le gardien qui fait certains arrêts. J'espère que le match de retour, on aura plus de réussite, plus de chance. Je marque le but de la victoire aujourd'hui, mais ce n'est pas encore fini. On part au Caire pour aller ramener le trophée, Inch'Allah. Inch'Allah. Nicolas Pepe est le vainqueur du Primac Vivian Foué. L'international ivoirien a été sacré meilleur joueur africain de la Ligue 1 en France. L'attaquant de Lille a devancé les deux autres finalistes que sont le Tunisien Wabi Kazri de l'AS Saint-Étienne et le Sénégalais Ismaël Assar du Stade Rennais. Cette saison, Nicolas Pepe a marqué 22 buts et délivré 11 passes décisives. Il succède ainsi au Camerounais Karl Toko Ekambi, sacré vainqueur du trophée la saison dernière. On parle de basketball ici en NBA. Toronto n'abdique pas et face à Milwaukee, la franchise canadienne s'est relancée dans la finale de la conférence Est avec une victoire à domicile après 2 prolongations face aux Bucks 118-112. Les Raptors ont ramené la série à 2 victoires à 1 en faveur de Milwaukee. Mais ils peuvent égaliser en remportant le match numéro 4 qui aura lieu demain à nouveau dans leur salle. Le vainqueur de ce duel sera opposé en finale à partir du 30 mai à la meilleure équipe de la conférence Ouest. Le double champion en titre Golden State mène 3-0 face à Portland avant le match numéro 4 ce soir dans la salle des Blazers. Et puis, un mot de golf, l'Américain Brooks Koepka a connu un 4e tour compliqué hier sur le parcours de Bethpage près de New York, mais a tout de même remporté pour la 2e année consécutive le championnat PGA. Koepka a rendu une dernière carte de 74, soit 4 coups dessus du par, et s'est imposé avec un total de 272. Il a devancé son compatriote Dustin Johnson de 2 coups, tandis que l'Anglais Matt Wallace, les Américains Jordan Spieth et Patrick Cantlay se sont partagé la 3e place. Grâce à ce succès, le Floridien va repasser à la première place du classement mondial, occupé jusqu'à présent par Johnson. Il est devenu le premier joueur double tenant du titre de 2 tournois du Grand Chelem, l'US Open en 2017 et 2018 et le championnat PGA en 2018 et 2019. Et puis nous revenons au football pour finir avec cette triste nouvelle. En Bolivie, un arbitre âgé de 31 ans, Victor Hugo Hurtado, s'est effondré lors d'un match de championnat entre les clubs de Always Ready et Oriente Petrolero. L'un des médecins des joueurs a affirmé que l'officiel a été victime d'une crise cardiaque sur le terrain et d'une seconde attaque mortelle sur le chemin de l'hôpital. Le match s'est joué au stade municipal d'El Alto qui se trouve à environ 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais le président du club Always Ready a estimé qu'il serait prématuré d'établir un lien entre l'altitude du stade et la mort de l'arbitre. Voilà donc, ce sont des nouvelles que nous ne voudrons pas du tout entendre dans le domaine du football. Et on se dit à demain. À demain, Yacouba Ouedraogo.
On met le cap sur le Maroc pour parler du Jardin Rouge. Lancé par la Fondation Monde Réseau en 2009, ce lieu permet à des artistes du monde entier de venir travailler pendant plusieurs mois dans des conditions optimales. Un domaine de 13 hectares aménagé en lieu de travail et de calme où les artistes disposent d'ateliers et de matériel pour créer en toute liberté. La Fondation a pour but de les accompagner dans leur processus de création et de leur permettre de profiter d'un réseau très large. C'est un reportage de Sabrina Hakim. C'est à 20 km de la ville de Marrakech que se situe le Jardin Rouge. Le site de 13 hectares accueille tout au long de l'année des artistes venus du monde entier en résidence. Créée en 2009, la Fondation Montresseau a pour objectif d'accompagner des artistes dans leur processus de création. Parmi eux, Maya Touam, artiste photographe franco-algérienne. Ce qui est assez innovant à Jardin Rouge, c'est ils ont une capacité d'héberger beaucoup d'artistes. Donc il y a un brassage générationnel qui est énorme. Et donc ça permet des échanges entre artistes confirmés et nouvelle génération, tant au plan humain qu'au plan professionnel, etc. Donc ça, c'est déjà super. Je l'ai rarement vu dans d'autres résidences. Dans un autre atelier dédié à la sculpture, nous retrouvons Nathanaël Vaudoué, qui déplore le manque d'investissement des États africains dans l'art. Nous remarquons qu'en Afrique, ce sont des initiatives privées. Et c'est ce que nous déplorons souvent. Nous aimerions bien que nos gouvernements prennent aussi en charge certaines choses pour accompagner les artistes dans leur démarche. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a de plus en plus d'événements, et ce grâce aux talentueux artistes qui font de très grands efforts et qui travaillent davantage pour que notre continent soit représentatif. Le Jardin Rouge, c'est aussi un lieu d'exposition où les artistes présentent leurs travaux en fin de résidence. Ainsi, ils peuvent montrer et vendre leurs travaux. La Fondation compte aujourd'hui 200 œuvres dans sa collection. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.